Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Atmostorm et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur cette chaîne. Alors avant de la commencer, juste merci pour vos retours pour la première vidéo, ça m'a fait vachement plaisir. Déjà je m'attendais pas à ce que je dépasse les 30 vues et tout pour une première vidéo, et en fait si, donc merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo, tout ça. Et merci pour vos avis parce que ça me motive à continuer ce projet qui me plaît tant. Donc voilà, je vais pas plus m'étendre sur le sujet du remerciement, mais juste merci, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que la dernière fois, puisqu'elle va être normalement, je l'espère, un peu plus courte, mais plus centrée sur un sujet. Parce qu'en fait, je me suis dit que dans ma vidéo sur la foudre, je vous avais certes répondu à la question, la fameuse que se passe-t-il lorsqu'on est formé par la foudre, mais je vous ai fait aussi une longue partie de la vidéo où je vous expliquais comment la foudre, ça se crée entre guillemets, pourquoi elle avait lieu, et puis comment ça se formait, tout ça quoi. Et je me suis dit, je pense que je devrais faire en fait une sorte de mini-série en fait où je vous explique juste les bases de tous les phénomènes dont j'ai l'intention de vous parler en fait. Par exemple, aujourd'hui, vous l'avez vu avec le titre, je vais vous expliquer les bases, tout ce qu'il faut savoir sur les tornades. Comme ça après je pourrais vous faire plein de vidéos sur les tornades. Je sais pas moi, des trucs du genre, est-ce qu'une tornade de force 6 peut-elle vraiment exister, par exemple, ou d'autres sujets. Mais voilà, je pense que vous faire des vidéos sur les bases, ça pourra servir à beaucoup. Comme ça, si jamais dans une vidéo prochaine, vous ne comprenez pas quelque chose, la plupart du temps, ce sera expliqué dans la vidéo des bases. Donc cette vidéo va être coupée en 4 grandes parties. Dans la première partie, la plus longue je pense, parce que la plus complexe, on verra comment se forme une tornade, et vous verrez que c'est pas si facile que ça. Ensuite, la deuxième partie, on verra à quels endroits sont susceptibles d'apparaître des tornades, donc même en France, hein, vous le verrez. Ensuite, dans la troisième partie, eh bien, on verra quelques records de tornades qu'il y a eu. Même en France, vous verrez qu'on peut avoir des trucs assez gigantesques. Et je vous en dis pas plus. Et à la fin, eh bien, on verra, on étudiera un petit peu cette fameuse échelle de Fujita, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'échelle permettant de mesurer la force d'une tornade, l'ampleur de ses dégâts surtout. Mais ça, on le verra à la fin de la vidéo. On va déjà commencer par les bases, comment se forme une tornade. Bon, les tornades, c'est un phénomène qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir en France. Et entre nous, heureusement, parce que si vous voulez quelques chiffres, hein, on compte entre 350 et 400 morts par an avec des tornades. Enfin, à cause des tornades plutôt. Et c'est juste un truc qui est assez effrayant, surtout qu'aux États-Unis, on en compte 100 parmi ces 400. Et les États-Unis, ben, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est l'endroit où il y a le plus de tornades. Donc si on était autant touché qu'aux États-Unis, en France, par des tornades, ce serait pas top. Bon, mais pour qu'une tornade se forme, il faut certains critères. Déjà, pour qu'une tornade se forme, il faut avoir un orage appelé un orage supercellulaire. Alors cet orage, je suis sûr que plein d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et on verra un peu plus tard ce que c'est exactement. Mais déjà, dites-vous qu'il faut un orage spécial. En gros, pour vous résumer, c'est un orage très gros, et généralement qui dure longtemps. Bon, déjà, certains sont peut-être déjà au courant que les tornades vont généralement se former dans les périodes estivales. Ça peut commencer vers la fin du mois d'avril, il va y en avoir énormément au mois de mai, et au mois de juin, et puis on en aura quelques-unes en juillet, août, septembre, voilà. Mais pourquoi exactement dans ces périodes? Bah parce qu'en fait, pour qu'il y ait formation d'une tornade, première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les airs. Alors, je m'explique. En été, à cause du soleil, comme vous le savez, il y a énormément de soleil en été, ben le soleil va réchauffer le sol et ça va faire que l'air va monter du coup. Donc, il va pas monter très très haut, mais enfin si, disons qu'il va monter au plus qu'il peut. Donc dites-vous qu'en bas, en gros, au niveau du sol, on a de l'air chaud. Tandis que dans les airs, on va avoir un air froid et sec qui va donc finir par rencontrer cet air chaud. Si on a contact avec cet air chaud et humide et cet air froid et sec, eh bien l'air chaud, lui, va se condenser et former un nuage. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Dès que vous voyez un nuage, c'est forcément qu'il y a eu contact entre de l'air chaud et de l'air froid. Donc là, on a formation de ce qu'on appelle un cumulus, qui est un petit nuage inoffensif. Là où ça devient intéressant, c'est que plus on va noter une grande différence entre les deux airs, donc entre les airs chauds et humides et les airs froids et secs, plus il y a une grosse différence de température, plus le nuage va grossir, grossir, grossir. Et je pense que vous me voyez venir, va avoir de chances de devenir un orage. Et juste, quand on voit la hauteur et la largeur que peut atteindre un nuage, c'est juste incroyable. Dites-vous qu'un cumulus, donc qu'on va appeler cumulonimbus à partir du moment où il devient assez grand, peut atteindre jusqu'à 15 km de hauteur et de largeur. C'est juste incroyable. Bon, là on a notre gros nuage, le cumulonimbus, mais on n'a pas vraiment encore ce qu'on peut appeler un orage. D'ailleurs, tout à l'heure je vous ai parlé d'un orage supercellulaire. Et bien pour obtenir ce fameux orage, il faut qu'on ait des vents, mais différents. Alors je m'explique.
Imaginez, on a trois types de vent. Par exemple, le vent le plus bas qui va être à hauteur d'homme par exemple, ou d'un arbre, un truc comme ça, bon, un vent très bas quoi. Il va souffler, on va dire, 70 km/h. Oui, alors c'est déjà assez fort, mais dites-vous que généralement quand il y a une tornade, ça souffle déjà pas mal chez vous avant que la tornade arrive, hein. Ensuite, vous prenez un peu plus haut, je sais pas moi, on va dire à allez, 1000 mètres d'altitude. Là, vous allez avoir des vents qui soufflent à, on va dire, 120 km/h par exemple. Et quand on monte encore, je sais pas moi, on va dire à 3000 mètres, 4000 mètres d'altitude, voire plus haut, et ben là on va avoir des vents encore plus forts qui vont souffler sur du presque 200 km/h. Alors bien sûr c'est un pur exemple, hein, ça peut souffler beaucoup moins fort ou beaucoup plus fort. Mais dites-vous juste qu'il faut qu'on ait par exemple trois types de vents différents, et on va avoir un phénomène qui s'appelle le cisaillement des vents. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à tourner, en fait, à avoir une rotation sur un axe horizontal. Et à l'aide de l'air ascendant, donc l'air qui monte si vous préférez, et bien ce fameux sorte de tourbillon, on va dire, qui se crée dans le cumulonimbus, va commencer à se redresser, pas totalement à l'horizontale, mais presque. D'ailleurs, petite info si vous voulez le savoir, on appelle ça un mésocyclone. Bon là, c'est vrai, on commence à se rapprocher d'une tornade, mais on ne l'a pas encore, parce que si on veut obtenir une tornade, il va falloir qu'on obtienne des vents vraiment très forts. Et au bout d'un moment, si les vents sont assez forts, la tornade, à l'aide des vents ascendants, va être redressée verticalement dans le cumulonimbus. Attention, elle n'est encore que dans le cumulonimbus. À aucun moment, elle sort entre guillemets du nuage et va toucher le sol. Pour l'instant, on observe juste une sorte de tuba qui est dans le cumulonimbus. Mais en fait, pour s'attirer vers le sol, il ne manque plus grand chose. Il suffit que les vents descendants soient assez puissants pour presque pousser en fait cette fameuse masse qui s'est formée dans le cumulonimbus. Plus les vents descendants vont être forts, plus elle va descendre du nuage. Là, on a ce que l'on appelle un cône. Et donc ce cône va commencer à descendre et à former une sorte de tuba, comme je l'ai dit tout à l'heure, et jusqu'à toucher le sol. Une fois qu'il a touché le sol, c'est comme s'il était raccroché au final au cumulonimbus. Pour être, entre guillemets, détruit ou s'enlever, il va falloir certaines conditions. Bon voilà, notre tornade est formée et comme vous avez pu le voir, c'est déjà pas si facile, hein, il faut certaines conditions. Déjà, dites-vous que si vous avez une grosse différence de température, c'est-à-dire que, je sais pas moi, hier il a fait super chaud et aujourd'hui il fait lourd, et puis vous sentez qu'en même temps en haut il y a les nuages qui bougent vachement, donc il y a l'air d'avoir du vent, donc techniquement, si c'est du vent qui par exemple vient du nord, c'est que c'est un air froid. Bah là par exemple, voilà, vous vous dites, il peut y avoir formation d'orage supercellulaire et donc formation d'une tornade. Mais on le verra après, les tornades ne se forment pas n'importe où. Et en plus de ça, une fois qu'une tornade est formée, elle est très fragile. Une tornade, ça dure généralement pas très longtemps. On n'a jamais vu des tornades qui ont dépassé les 1 heure. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les tornades, ça n'aime pas du tout le relief. C'est pour ça qu'on va en apercevoir très rarement dans les paysages montagneux du type Massif Central par exemple. Alors j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais je suppose que cela est dû au fait qu'à cause des montagnes justement qui peuvent être à une très grosse hauteur, eh bien les vents peuvent se casser justement entre guillemets dans ces montagnes et ne pas faire ce fameux cisaillement des vents pour commencer à avoir le mésocyclone, je suppose. Et ensuite, bien entendu, si on n'a plus assez de différence entre les différents vents, c'est-à-dire qu'on a un vent qui est plutôt moyennement élevé en bas et exactement pareil en haut, et bien là on n'aura plus assez de différence et du coup le vent ascendant et descendant ne vont plus être les mêmes et on ne pourra plus avoir de cisaillement des vents et donc pas de mésocyclone et donc forcément pas de tornade. Voilà, on en a fini avec cette partie un petit peu création d'une tornade. Donc bien entendu les tornades on n'en voit pas beaucoup en France, pourtant on pourrait se dire que les conditions sont assez optimales, mais le plus souvent non. En fait, là où on va en voir le plus souvent, c'est à la fameuse allée des tornades aux États-Unis, que vous connaissez peut-être sous le nom de Tornado Alley. Bon, c'est exactement la même chose mais en anglais. Et nous, ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, c'est pourquoi il y en a tant que ça aux États-Unis, et surtout, si on en a en France, où est-ce qu'elles peuvent le plus souvent apparaître. Je pense que vous aimeriez bien être informé sur le sujet. Bon, déjà, pour vous donner juste quelques chiffres, aux États-Unis, par an, on compte environ 1200 tornades. C'est juste incroyable. Et le pire, c'est que 42 millions de personnes se trouvent dans les zones menacées par les tornades, dont 1,4 million se trouvent dans les zones très menacées, la fameuse Tornado Alley. Mais pourquoi il y en a tant que ça aux États-Unis exactement ? Déjà, quand vous regardez le relief sur l'allée des tornades, il est très plat. C'est pour ça que c'est principalement ici que les tornades vont se former. Mais c'est surtout parce que c'est aussi ici que trois airs bien distincts se rejoignent. Le premier va être un air sec qui vient des montagnes rocheuses. Le deuxième va être un air froid qui vient du Canada. Et le troisième va être un air chaud et humide qui vient lui du golfe du Mexique. Et comme par hasard, ces trois airs vont généralement se rencontrer au niveau de l'allée des tornades.
Et le truc c'est que avoir 3 airs différents comme ça qui se rencontrent, ça crée une très grosse instabilité et donc par derrière la formation d'un orage. Voilà pourquoi il y en a autant qui sortent aux États-Unis. Mais en France, c'est vrai, on a déjà eu des tornades, mais où est-ce qu'on est les plus susceptibles de les voir? Eh bien en France, on va départager ça en 3 parties. Les zones à risque faible, à faible risque pardon, les zones à risque assez moyen et les zones à risque élevé. Pour les zones à risque faible, on verra le Massif central. D'ailleurs je suis assez triste parce que finalement c'est là où je suis et je suis passionné par ça mais je pourrais jamais en voir. Dommage. Ensuite nous avons la moyenne vallée du Rhône, les Alpes et la Corse. Alors la Corse en fait c'est un peu spécial parce qu'on va observer des trombes marines dont je vous reparlerai certainement une fois dans une vidéo. Les trombes marines, si vous préférez que je vous schématise le truc, c'est en gros une tornade mais au-dessus de la mer. Et du coup c'est pas du vent qui tourne, c'est de l'eau. En gros, c'est comme si l'eau était aspirée par un tourbillon. Et donc en gros ces fameuses trombes marines, et bien une fois qu'elles arrivent au sol normalement, du coup il n'y a plus d'eau, il y a juste du vent. Mais le truc c'est qu'en Corse, vu que c'est très vite montagneux, les tornades se cassent. Pour ce qui est des régions à risque moyen, bien si le nom de votre région, département n'est pas cité dans les risques élevés ni dans les risques faibles, c'est que forcément vous êtes dans les risques moyens. Pour ce qui est des risques élevés, eh bien on retrouvera le Poitou-Charentes, le Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Touraine et l'ouest de la Sologne. Ça fait beaucoup d'endroits. Mais il n'y a pas que ces endroits. Tout à l'heure je vous ai parlé des trombes marines en Corse qui n'aboutissent pas en final en tornade sur terre. Ça c'est parce que c'est très montagneux une fois arrivé en Corse. Le problème c'est que des trombes marines, il n'y en a pas que en Corse, il y en a aussi au bord des littoraux de France. Et donc forcément, les côtes du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes vont être menacées par ces trombes marines qui peuvent arriver sur terre et se transformer en tornade. Mais pas de panique, généralement c'est vrai que c'est un risque à tornade, mais ces tornades ne sont jamais très puissantes puisqu'elles se sont presque, comme qui dirait, épuisées en passant de la mer à la terre. Voilà pour les différentes zones. Alors encore une fois, vous inquiétez pas, si vous êtes dans une zone à haut risque, ne vous dites pas merde, je suis dans la merde, on va se faire frapper par une tornade, la maison va être détruite, tout ça. Alors oui, vous êtes dans une zone à risque, oui c'est fort possible qu'une tornade ait lieu un jour, mais généralement les tornades en France ne sont pas très violentes non plus. C'est rare que l'on observe des vents très puissants. Cependant c'est vrai, ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver, et on va le voir avec la troisième partie, où on va voir un petit peu les records des tornades qu'on a eu. On va commencer tout doucement avec en France, où on a eu, depuis qu'on a découvert du moins les tornades, nous avons eu seulement 2 EF5, bon c'est déjà beaucoup. Alors les EF5 j'en reparle après, mais dites-vous juste que c'est les tornades qui font le plus de dégâts et qui sont les plus puissantes. Donc on en a eu 2 en France, une à Paluel en 1967 dans le Pas-de-Calais et une autre à Montville. Et ces 2 tornades étaient juste dévastatrices déjà, alors qu'elles étaient en France pourtant. On va commencer par la tornade de Paluel. Elle a parcouru une distance de 25 km, sa largeur était d'environ 250 mètres, je vous laisse imaginer la bête. Ensuite on avait des vents qui étaient supérieurs à 320 km/h, donc très violents. On avait des terrains tout à fait aptes à accueillir une tornade, c'est-à-dire des terrains agricoles et artificialisés. Et avec cette tornade, on compte 6 morts. Cette tornade, elle a eu lieu précisément le 24 juin 1967. Donc vous voyez, le mois de juin, je vous l'avais dit, c'était l'un des mois les plus violents. Et cette année a été classée particulièrement dévastatrice en termes de tornades, puisque le même jour, on a observé plus de 5 tornades en même temps, à peu près dans la même zone, dans le nord de la France, qui ont fait toutes de gros dégâts. Pour ce qui est de la tornade de Montville, eh bien, elle a à peu près les mêmes caractéristiques que celle de Paluel, avec une distance parcourue de 20 km, donc un petit peu moins, des vents pareils supérieurs à 320 km/h, des terrains agricoles et artificialisés, pas de mort pour celle-ci, cependant une largeur juste dévastatrice, 400 mètres de large. Je tiens à préciser que bien entendu quand je parle de la largeur, je parle du diamètre de la tornade. Vous êtes choqué par ces 2 tornades qui ont eu lieu en France? Eh bien attendez de voir le record du monde en termes de tornades que l'on n'a jamais eu. La plus grosse tornade enregistrée, c'est la tornade d'El Reno qui a eu lieu donc aux États-Unis, à l'allée des tornades. Juste pour vous annoncer le truc, déjà je vais vous annoncer son diamètre qui est juste monstrueux. Rappelez-vous, en France, la tornade de Montville faisait 400 mètres de diamètre. Celle de El Reno en faisait 4,2 km. C'est juste énorme. Alors si je vous voulais que je vous convertisse ça rapidement, ça fait du 4200 mètres. C'est incroyable. On avait des vents de 475 km/h, juste hyper puissant. En plus de ça, elle a duré 40 minutes, donc elle avait le temps de faire des dégâts. Heureusement, cette tornade, a eu lieu dans des endroits où il n'y avait aucune habitation. Elle n'a traversé que des champs et des forêts. Donc heureusement, elle n'a pas causé de pertes humaines, à part si 3 pertes humaines, mais ce n'étaient pas des habitants, c'était des chasseurs d'orage qui étaient très connus, qui travaillaient pour la fameuse chaîne que vous connaissez peut-être, Discovery Channel, et ils avaient créé leur propre série, Storm Chasers, et ils voulaient tout simplement enregistrer la plus grosse tornade qu'ils n'avaient jamais vue, et malheureusement ils ont péri
en essayant d'enregistrer des images. Voilà pour les records qui, ma foi, sont assez intéressants. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 tornades EF5, bon, même de 3, parce que vous vous doutez bien, celle d'El Reno était, elle aussi, une EF5. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Bah déjà, EF, c'est pour échelle Fujita. L'échelle de Fujita, c'est donc ça qui va servir à catégoriser la force d'une tornade. Pour catégoriser justement la force d'une tornade, généralement, on va regarder les dégâts qu'il y a eu sur les bâtiments. Puis ensuite on regarde les débris avec par exemple du bois planté dans de la brique, ce qui n'est pas très fréquent, on va pas se mentir. Et enfin on regarde les plus gros bâtiments. Bon alors là je vous ai balancé toutes les informations mais vous êtes un peu paumé. Alors on va reprendre ça avec nos tornades qui ont lieu en France. Pourquoi on les a classifiées de F5? On peut aussi noter des chalets complètement détruits, ou encore un arbre gigantesque emmené à plus de 40 mètres de hauteur. On avait donc des EF5. Mais quand est-ce que finalement on a les autres types de tornades? Ah déjà une EF0 c'est les tornades qui généralement avec les EF1 et les EF2 vont s'observer le plus souvent. C'est les tornades qui apparaissent fréquemment mais qui ne sont pas très puissantes. Généralement elles vont juste arracher quelques tuiles de votre toit et encore ce sera pas souvent. Et à la limite avec quelques débris briser les vitres de vos maisons. Et généralement on arrivera à une EF3 quand on pourra par exemple avoir une toiture de maison arrachée. Mais ça s'arrache pas si facilement. Généralement on a déjà eu une tornade de force 2 qui a brisé les vitres d'une maison. Puis ensuite grâce au théorème de Bernoulli qui nous dit que la vitesse d'un fluide est grande, plus la pression du fluide sera faible. Alors dit comme ça, je sais, ça n'a pas l'air très logique, mais je vais vous expliquer. Ici, notre fluide, ce serait le vent. On aurait donc le vent qui entrerait dans la maison au niveau du toit. Donc une fois entré dans la maison, bien entendu, le vent soufflerait beaucoup moins fort. On a donc une vitesse de fluide qui serait très peu élevée. Mais donc, si on en suit le théorème de Bernoulli, la pression serait d'autant plus forte. Ce qui veut dire que déjà, on a une grosse pression qui s'effectue par le bas du toit. Puis, en haut, au-dessus de notre maison, on a l'inverse qui se produit. Les vents ici se déplacent très vite et soufflent très fort. On a donc la vitesse du fluide ici qui est très élevée. Cependant, la pression, elle, du coup, va être très basse. On a donc une forte pression qui s'effectue en dessous du toit et une basse pression qui va s'effectuer au-dessus du toit, et cette différence de pression va faire que le toit de la maison va s'arracher. Bon, on est à notre F3, mais on n'a pas encore départagé comment on arrive à une F4 ou une F5. Eh bien généralement, on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé autour. C'est pour ça que c'est assez dur de déterminer la force d'une tornade quand elle n'a eu lieu que sur des champs ou des plaines. Si on voit par exemple une voiture qui par exemple a été transportée à 30 mètres de là où elle était environ, on suppose que la tornade avait une très grosse force, donc EF4 ou EF5. Et on peut dire ça pour plein de choses. En fait, c'est très dur de délimiter ces deux tornades. Pour les délimiter, on va regarder justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gros bâtiments. Alors vous allez me dire comment on a fait pour ça, c'était des EF5 pour les tornades qui ont eu en France, sachant qu'on n'a pas eu vraiment d'informations sur des gros bâtiments, sachant qu'un chalet ne peut pas être considéré comme gros bâtiment. Et bien en France, notre gros bâtiment c'était la grue. Oui, parce que la bête pèse quand même 15 tonnes, donc pour soulever ça, il faut une force juste incroyable. Donc forcément, il n'y avait pas de doute, c'était une EF5. D'autant plus que les chalets n'ont pas été partiellement détruits, ils ont été complètement détruits. Donc oui, ça confirme le fait que c'était des EF5. Si la grue cependant était juste par exemple tombée au sol ou déplacée de 1, 2, 3 mètres et que les chalets avaient été détruits mais pas non plus totalement entièrement, là on serait plus sur une EF4. Et voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez tout compris parce que c'est quand même le but de base que vous compreniez tout ce que je vous explique. S'il y a des choses qui ont été mal comprises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. De toute façon, pour l'instant, vous n'êtes pas non plus des milliers à me poster des commentaires, donc je peux répondre à tout sans problème. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui se portera encore sur les bases 2. Et certainement sur les bases des éruptions volcaniques, vu ce que quelqu'un a posé dans les commentaires de la première vidéo. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez pas aimé, mettez rien. À mettre des commentaires pour me donner des conseils ou me rectifier, je peux dire de la merde. Et surtout, à partager à vos potes à qui vous pensez que ça peut plaire ce genre de sujet. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit si vous regardez ça avant de vous coucher. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde.